Une attaque fulgurante frappe Djibo et disparaît presque aussitôt, laissant une scène trop nette pour être accidentelle. Les assaillants n'ont rien pris, n'ont brandi aucun drapeau et ont agi comme s'ils cherchaient autre chose que la conquête d'un territoire. Ce détail oublié, la précision glaciale de leur repli, renvoie directement à la véritable cible, Ibrahim Traoré, dont la présence même semble avoir dicté chaque mouvement. Si le piège était pensé pour l'exposer, alors que cherche réellement cette force tapie dans l'ombre? L'attaque de Djibo révèle une menace plus profonde que l'assaut lui-même, une stratégie visant à tester la solidité d'un pouvoir placé sous pression permanente. Ce récit promet de dévoiler comment une simple opération éclair peut ouvrir une brèche dans la confiance d'un pays déjà cerné par les campagnes extérieures, les signaux diplomatiques muets et les fissures internes qui s'élargissent sans bruit. Le spectateur découvre alors que le véritable enjeu ne réside pas seulement dans l'événement initial, mais dans la manière dont il réorganise les rapports de force, modifie les perceptions et prépare des mouvements invisibles susceptibles de renverser l'équilibre établi. À travers cette exploration, la question centrale devient la suivante. Qu'arrive-t-il lorsqu'un État est ciblé non par des armes visibles, mais par une méthode patiente qui cherche à user sa résistance de l'intérieur autant que de l'extérieur? La scène de Djibo paraît d'abord confuse, mais un détail change tout, l'absence totale de revendications publiques. Cette omission, presque trop nette pour être fortuite, constitue la mot Shi Tiet Then Shot Clay. Elle indique que l'opération n'était pas destinée à conquérir, mais à créer un choc psychologique soigneusement calibré, un message lancé sans mots. Ce type d'attaque appartient à une logique déjà observée dans l'histoire du Burkina Faso, une guerre de l'ombre où l'ennemi frappe vite, disparaît immédiatement et laisse derrière lui un vide propice aux interprétations les plus corrosives. Pour saisir la portée réelle de ce moment, il faut remonter à des épisodes antérieurs où le pays a subi des pressions invisibles. Dès les années 1980, des réseaux extérieurs tentaient déjà d'affaiblir l'élan souverainiste, explorant les failles internes pour influencer les trajectoires politiques. Aujourd'hui, la méthode est plus discrète, mais l'intention demeure. Fissurer la cohésion sociale et isoler lentement le pouvoir. C'est dans ce contexte que la cible implicite réapparaît, car si l'attaque n'a rien pris, si elle n'a cherché ni otage ni position, elle a pourtant produit l'effet le plus lourd, suggérer que même Ibrahim Traoré pourrait être vulnérable, que son aura de résistance peut être entamée par des forces invisibles opérant loin du champ de bataille classique. À partir de là, la question cesse d'être militaire. Elle devient stratégique. Comment un État doit-il réagir lorsque l'agression n'a pas pour but de gagner du terrain, mais de miner la confiance, distordre la perception publique et pousser les institutions à douter d'elles-mêmes? Chaque élément du contexte, silence diplomatique, récit médiatique extérieur, tension interne, se greffe alors sur l'événement pour en amplifier la portée. Pour comprendre l'impact précoce de l'attaque de Djibo, il faut se placer du point de vue de ceux qui, chaque jour, vivent dans l'incertitude imposée par cette guerre de l'ombre. Les premiers à ressentir la secousse ne sont ni les diplomates ni les analystes extérieurs, mais les habitants des zones directement touchées. Dans les villages périphériques, des familles entières décrivent la même impression, celle d'un danger qui ne se montre plus, mais qui circule comme une ombre prête à réapparaître sans prévenir. Les récits convergent, soulignant la brutalité brève de l'assaut et la rapidité presque surnaturelle du repli. C'est là qu'interviennent les figures locales, ces relais communautaires qui deviennent malgré eux les narrateurs de la crise.
Un ancien instituteur raconte comment les discussions du soir ne portent plus sur les récoltes ou les marchés, mais sur les rumeurs qui s'étendent d'un hameau à l'autre. Un jeune commerçant explique que les routes se sont vidées en quelques heures, non parce qu'un nouvel ennemi occupe la région, mais parce que personne ne comprend vraiment ce qui se trame. À leurs yeux, la menace n'est pas visible, elle est psychologique, insidieuse. Cet effet d'entraînement constitue le véritable levier de la déstabilisation. Créer une tension permanente assez forte pour modifier les réflexes collectifs, assez subtile pour empêcher toute riposte claire. Lorsque l'incertitude s'installe à ce point, elle façonne les comportements bien avant que les autorités puissent réagir. Le territoire ne tombe pas, mais l'esprit des habitants vacille déjà. L'enchaînement commence à Djibo par une frappe aussi rapide qu'inattendue. Un groupe surgit, frappe, se retire. Rien n'est revendiqué, rien n'est expliqué. Le mécanisme d'ouverture est volontairement brutal, créer le chaos initial. C'est la première étape, la plus visible, mais aussi la plus trompeuse, car toute la suite dépend de cette secousse calibrée. Aussitôt, les récits se fragmentent. Les témoins parlent d'ombres, de silhouettes, d'un mouvement si précis qu'il semble répété des dizaines de fois avant d'être exécuté. La confusion se propage. Au même moment, les réseaux extérieurs commencent à diffuser des versions contradictoires de l'événement. Les analyses viennent avant les faits, les images circulent avant les vérifications, la pression médiatique s'allume comme un feu qu'on aurait attendu. Ce glissement constitue la deuxième étape, transformer un assaut local en crise nationale. Dans cet entrelacement de récits, un nom surgit, Ibrahim Traoré, non pas parce qu'il a été vu, mais parce que chaque mouvement semble calculé pour l'atteindre symboliquement. Les adversaires ne cherchent pas un territoire, ils cherchent un effet. Ils veulent que l'idée même de sa sécurité vacille, que le pays se dise, s'il peut être touché, tout peut être atteint. C'est là que commence la troisième étape, l'érosion de la confiance. Puis la déstabilisation s'élargit, les marchés réagissent, les partenaires financiers ralentissent leurs engagements, les institutions internationales adoptent un ton prudent, parfois glacial. Les diplomates envoient moins de signaux, puis plus aucun. Le silence devient un outil de pression. La quatrième étape s'installe, l'étau économique. Rien n'est officiellement annoncé, mais tout se resserre. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, la bureaucratie doute. Les militaires discutent en coulisses. Certains fonctionnaires se demandent si le projet de souveraineté peut survivre à ce type de manœuvre invisible. Les hésitations s'accumulent, les décisions sont retardées, les ordres deviennent ambigus. C'est la cinquième étape, la paralysie administrative. Et lorsque cette inertie se propage jusque dans les conversations quotidiennes, lorsque les familles questionnent l'avenir, lorsque les rumeurs deviennent des certitudes, faute de réponse officielle, la dernière étape apparaît, la crise de perception. Le pays n'a pas été conquis, mais l'angoisse, elle, s'installe partout. C'est ainsi que l'assaut de Djibo se transforme en chaîne d'événements capables de remodeler le paysage politique sans un seul coup d'État. L'épreuve décisive surgit lorsqu'il faut traduire la crise de Djibo en éléments mesurables. Même dans une guerre de l'ombre, certains indicateurs permettent de comprendre comment un pays s'enfonce ou résiste. Le premier concerne la circulation de l'information. En l'espace de quelques heures après l'attaque, le volume des récits extérieurs a augmenté de manière spectaculaire, relayant des versions calibrées avant même l'arrivée de témoignages locaux.
Ce « bond informationnel » estimé à un triplement du flux habituel façonne une perception distordue que les adversaires exploitent. Une telle montée soudaine signale la présence d'une stratégie coordonnée plus large qu'une simple opération militaire. Le deuxième indicateur touche à la sphère économique. Dès le lendemain de Jibo, plusieurs partenariats financiers, jusque-là stables, ont été décrits comme en réévaluation, ce qui équivaut à un ralentissement notable. Dans un pays dont les marges de manœuvre restent fragiles, un gel même partiel suffit à amplifier la pression. Les observateurs locaux évoquent une réduction d'environ un tiers des activités liées aux chantiers internationaux, une contraction qui crée une tension immédiate dans les secteurs dépendants des flux externes. Ce ralentissement n'est pas officiellement qualifié de sanction, mais ses effets ressemblent à un étranglement discret. Le troisième indicateur relève du climat interne. Selon plusieurs témoignages recueillis après l'attaque, les hésitations administratives ont augmenté nettement, certains parlant d'un doublement du temps de traitement pour des procédures pourtant ordinaires. Cette inertie constitue un signal d'alarme, car elle indique que la peur ou la confusion s'infiltre dans les rouages institutionnels. Dans ce climat, même les initiatives destinées à renforcer la résilience nationale peuvent perdre de leur cohérence. C'est dans cette atmosphère que le nom d'Ibrahim Traoré revient comme un point de tension central, non pas par sa présence physique sur le terrain, mais parce que chaque indicateur semble réagir à la manière dont son leadership est perçu. Si l'économie vacille, si les récits se multiplient, si l'administration ralentit, c'est aussi la légitimité de son projet souverainiste qui est testée. À travers ces trois mesures, l'explosion du flux narratif, la contraction économique et l'inertie bureaucratique, se dessine une stratégie visant à isoler un pouvoir avant même qu'il ne puisse s'organiser pour répondre. Un premier argument avance que la crise née de l'attaque de Jibo ne serait qu'un épisode localisé, typique des zones où l'insécurité fluctue selon les groupes armés présents. Selon cette vision, il n'y aurait pas de stratégie supérieure à l'œuvre, mais plutôt une dynamique régionale classique, une opération brutale, suivie d'un retrait rapide destiné à éviter toute confrontation prolongée. Les défenseurs de cette thèse estiment que le pays lirait trop dans un événement qui, ailleurs, serait considéré comme une attaque opportuniste parmi tant d'autres. En face, un second argument affirme que Jibo n'a rien d'un incident isolé. La précision du raid, l'absence de revendication, la disparition immédiate des assaillants et la synchronisation entre l'assaut et les récits diffusés depuis l'étranger indiquent un schéma bien plus vaste. Selon cette perspective, l'opération ressemble à un test destiné à mesurer la résilience institutionnelle et à créer une onde de choc psychologique. L'objectif ne serait pas territorial, mais perceptif. Fissurer la confiance, installer le doute, amplifier l'idée d'un État vulnérable sur plusieurs fronts. Face à ces deux lectures, les éléments disponibles dans la source apportent une réponse nuancée. Rien, dans le récit, ne montre une conquête ou un pillage, ce qui affaiblit la première thèse. Au contraire, chaque détail renforce l'idée d'une action calculée. Silence diplomatique après l'attaque, gel discret de certains projets économiques, retrait coordonné des partenaires extérieurs, diffusion de récits sans voix burkinabé. Tous ces éléments évoquent un enchaînement cohérent, difficile à attribuer au hasard. Ainsi, la thèse du simple incident local s'effrite au profit d'une logique plus profonde, une méthode de déstabilisation où la frappe initiale n'est que le déclencheur d'une succession de pressions invisibles. Le tournant survient lorsqu'apparaît un détail que beaucoup avaient négligé,
L'attaque de Djibo n'a pas seulement frappé une position militaire, elle a ouvert une brèche informationnelle qui s'est élargie dans les jours suivants. Ce glissement marque le mot Buok Ngoat Am Tam. Car pendant que l'attention restait focalisée sur la violence initiale, un autre mouvement, plus silencieux, s'est enclenché. Les récits extérieurs, parfaitement synchronisés, ont redéfini l'événement avant que les témoins locaux ne puissent donner leur version. Ce renversement narratif devient l'arme principale. Dans ce vide, la perception du pays change. Les signaux diplomatiques se raréfient. Les doutes administratifs s'installent. Les hésitations deviennent le terrain idéal pour que s'impose une interprétation construite loin du Burkina Faso. Ce n'est plus seulement une attaque, c'est un cadrage. La rupture commence ici. Dès lors, tout ce qui suit s'aligne sur ce point pivot, comme si l'objectif réel n'avait jamais été la zone frappée, mais l'histoire qu'on allait raconter à sa place. Lorsque l'onde de choc de Djibo se propage, ses effets ne se limitent plus au champ militaire. Ils s'étirent dans 4 sphères distinctes qui, ensemble, redessinent l'équilibre réel du pays. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est une tension institutionnelle diffuse. Les ministères rapportent une accumulation d'hésitations dans les chaînes de décision, non pas en raison de désaccords idéologiques, mais parce que chaque geste administratif semble désormais peser à travers le prisme d'un risque invisible. Les signaux extérieurs, eux, se raréfient. Les partenaires habituels passent en mode silence prudent et ce retrait amplifie l'idée que la marge de manœuvre se rétrécit. Dans ce climat, le leadership d'Ibrahim Traoré se retrouve scruté, car c'est autour de lui que s'articule la capacité de l'État à absorber la pression. Pour les entreprises, la situation évolue encore plus vite. Dès les jours suivant l'attaque, plusieurs chantiers liés aux partenaires internationaux sont décrits comme en pause technique, une formulation qui masque souvent un retrait discret. Les audits sur des secteurs sensibles, comme celui des ressources, sont différés, créant une incertitude qui se répercute sur les emplois locaux. Le ralentissement économique ne découle pas d'un effondrement structurel, mais d'une prudence orchestrée, où chaque acteur extérieur semble attendre de voir comment les institutions réagiront. Le climat de confiance, déjà fragile, subit un choc qui se ressent immédiatement dans la sphère entrepreneuriale. Du côté de la population, la conséquence la plus marquante est psychologique. Les habitants des zones rurales rapportent la même sensation d'instabilité diffuse, une menace qui ne se montre pas, mais dont on perçoit l'ombre dans les conversations, dans la fermeture temporaire de certains marchés, dans la prudence grandissante sur les routes. Lorsque les récits extérieurs dominent la narration, la perception du danger se renforce jusqu'à brouiller la frontière entre faits et rumeurs. Le doute devient un vecteur de tension à part entière. Enfin, au niveau régional, l'impact se manifeste par un repositionnement discret de certains voisins. Les capitales alentours évaluent les risques de coopération visibles, alors que la pression extérieure pousse à la prudence. Dans ce contexte, chaque geste d'alliance ou de distance est interprété comme un signal stratégique. C'est ainsi que l'attaque de Djibo s'étire en chaîne d'effets concrets, capables de remodeler l'ensemble du paysage autour du Burkina Faso. À 6 ou 12 mois, 3 trajectoires possibles se dessinent, chacune découlant directement des signaux révélés après Djibo. Le scénario de base repose sur l'idée que la pression extérieure continue sans s'intensifier. Les partenaires internationaux maintiennent leur prudence, les institutions locales fonctionnent au ralenti et les récits extérieurs conservent leur influence.
Dans ce cadre, le pays avance, mais sous tension constante. L'économie ne s'effondre pas, mais reste freinée. L'administration poursuit ses tâches, mais avec des hésitations récurrentes. C'est un statu quo instable. Le scénario optimiste prend forme si les structures internes parviennent à absorber la crise symbolique et psychologique déclenchée par l'attaque. Cela suppose une réorganisation plus fluide des circuits administratifs, une communication publique plus maîtrisée et la consolidation de certaines alliances régionales. Dans ce cas, la perception du pays se renverse. La capacité à encaisser une manœuvre invisible devient un argument de solidité. L'économie reprend un rythme plus soutenu, les doutes internes s'atténuent et les signaux diplomatiques s'ouvrent de nouveau. Ce scénario demande une cohérence difficile, mais pas impossible. Le scénario pessimiste apparaît si la pression extérieure augmente, tandis que la confiance interne se délite davantage. L'inertie administrative pourrait alors s'amplifier jusqu'à paralyser des secteurs entiers. Les partenaires extérieurs réduiraient encore leurs engagements, accentuant un isolement latent. Les rumeurs supplanteraient les faits, créant une fragmentation dangereuse au sein de la société. Dans ce cas, l'onde de Jibo ne serait plus un choc ponctuel, mais un point d'entrée pour une spirale plus profonde. Entre ces trois trajectoires, une règle demeure: éviter la réaction impulsive. Dans une guerre de l'ombre, la patience stratégique vaut autant qu'une victoire militaire. Pour celles et ceux qui tentent de comprendre la portée réelle de Jibo, l'enjeu n'est pas seulement politique. Il touche directement la manière dont différents publics perçoivent l'avenir. Le premier groupe, les citoyens engagés, voit dans cette crise un rappel brutal de la fragilité des équilibres nationaux. Ils cherchent surtout à comprendre comment protéger les acquis de souveraineté et attendent des signaux clairs pour maintenir leur mobilisation. Ils savent que l'incertitude nourrit la paralysie et que la cohésion dépend en grande partie de la transparence. Le deuxième groupe, les indécis, oscillent entre prudence et inquiétude. Ils ne contestent pas les risques révélés après l'attaque, mais redoutent les conséquences sur leur quotidien. Retards administratifs, ralentissements économiques, informations contradictoires. Leur comportement peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la confiance qu'ils accordent aux institutions. Pour eux, des explications simples et régulières valent autant que des décisions rapides. Le troisième groupe, les sceptiques, observent la situation à travers un prisme critique. Certains doutent de la capacité du pays à résister aux pressions invisibles. D'autres redoutent que la crise serve de justification à des durcissements politiques. Pourtant, même au sein de ce groupe, un besoin commun apparaît, celui de comprendre les étapes concrètes qui peuvent empêcher une dégradation silencieuse. Pour tous, un point converge: la nécessité de retrouver un horizon stable malgré l'ombre persistante laissée par Jibo. Face à une pression qui agit sans uniforme et sans drapeau, la réponse la plus efficace repose sur une feuille de route précise, pensée pour restaurer la confiance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le premier axe consiste à renforcer la communication publique. Les institutions doivent fournir, chaque semaine, un état synthétique des avancées sécuritaires et administratives. Cette régularité, mesurable par la fréquence des bulletins et la clarté des informations, réduit l'espace laissé aux récits construits à l'étranger. Le deuxième axe concerne la résilience économique locale. Les municipalités, avec l'appui des secteurs productifs, peuvent établir des plans trimestriels de continuité pour les marchés, les transports et les petits commerces. La mesure de progrès
repose sur la stabilité de l'activité dans les zones sensibles, observées à travers des relevés réguliers des flux commerçants. Le troisième axe vise la solidité institutionnelle. Il s'agit de raccourcir les circuits décisionnels, notamment dans les administrations régionales. Un calendrier d'évaluation interne, tous les 2 ou 3 mois, permettrait de suivre la diminution des délais de traitement. Ce suivi objectif constitue un repère essentiel pour rétablir la confiance interne. Le quatrième axe porteur concerne les alliances régionales. En renforçant les mécanismes de coopération avec les voisins, le pays peut réduire l'effet du silence diplomatique extérieur. La mesure ici se fait à travers le nombre d'accords opérationnels réellement mis en œuvre, même modestes. Enfin, chaque étape ne vaut que si elle s'inscrit dans une continuité perceptible par la population. Une stratégie n'existe que lorsqu'elle est comprise. Dans les villages évoqués plus tôt, là où les conversations du soir avaient basculé des récoltes vers les rumeurs, un fil conducteur réapparaît, la capacité d'un pays à tenir malgré l'incertitude. Ce rappel discret renvoie à ce que l'on percevait déjà dans les témoignages de Neshujan Tai Truok Jo, lorsque les habitants décrivaient l'ombre d'une menace sans visage. Aujourd'hui, cette même fragilité devient le miroir d'une endurance collective. Car si l'assaut de Djibo a cherché à installer le doute, la réponse se construit dans un mouvement inverse, celui d'un pays qui refuse de s'effondrer intérieurement. Dans cette atmosphère encore instable, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme une ligne de continuité. Il n'apparaît pas pour glorifier une figure, mais pour symboliser la volonté de ne pas laisser l'usure psychologique définir l'avenir. Ce qui se joue désormais dépasse l'attaque initiale. C'est la ténacité d'un peuple qui se mesure. Lorsque le tumulte de Djibo s'estompe, il reste une vérité simple. Un pays ne tient pas seulement par ses institutions, mais par la manière dont chacun choisit de porter sa part de responsabilité collective. Dans cette guerre de l'ombre, l'arme la plus stable demeure la lucidité partagée, celle qui permet de distinguer les rumeurs des faits, les pressions extérieures des choix réels et les peurs passagères des engagements durables. Les communautés, les travailleurs, les jeunes et les anciens deviennent alors les gardiens d'un récit qui ne peut être dicté depuis l'extérieur. Cette vigilance tranquille n'appelle ni héroïsme ni sacrifice spectaculaire. Elle demande seulement constance, attention et refus de céder à l'impatience. Dans un contexte où tout semble mouvant, cette posture devient une forme de résistance douce mais essentielle. La question demeure, comment chacun choisira-t-il d'y contribuer?